est de retour sur l'équipe 21 pour la suite des World Triathlon Series, les championnats du monde de triathlon depuis l'Afrique du Sud. Alors après l'épreuve féminine que vous avez suivie juste avant la pause, on s'apprête à retrouver les messieurs dans un instant avec cette fois plusieurs chances françaises. On a parlé de Pierre Legord, le Montpellierin qu'on vous a présenté tout à l'heure dans Menu Sport, ou encore Dorian Coninx. Vincent Louis, lui, s'est blessé. On en parlait ce matin, malheureusement. Il ne fait pas partie de la compétition. Pour tous les détails, on va retrouver notre duo de commentateurs, Guillaume Claret et Frédéric Delabre. Rebonjour messieurs. Est-ce qu'on peut s'attendre à de bons résultats pour nos Français aujourd'hui ? Alors, rebonjour France, rebonjour à toutes et à tous. Oui, on peut s'attendre à de bons résultats pour nos triathlètes français, ne serait-ce que pour l'enjeu, encore une fois, de nos 3 triathlètes engagés. Il y a évidemment bien figuré au sein de cette course qui réunit l'élite du triathlon mondial, mais il y a ce 3e ticket, bien sûr, tricolore à aller chercher, ce 3e ticket olympique. Vous l'avez rappelé, Vincent Louis est un petit peu gêné à la cheville, donc il a différé sa rentrée. David Haus n'est pas présent. Les 2 garçons qui normalement ont les 2 premiers tickets quasiment assurés dans la sélection tricolore. Mais les 3 que l'on va retrouver aujourd'hui, mon cher Fred, eh bien, ils aimeraient bien battre les 2 autres, parce que là, il faut marquer des points dans l'esprit de l'encadrement français et puis au classement tout court. Oui, tout à fait. C'est grosse pression aujourd'hui, gros enjeu. L'enjeu de 4 ans de préparation qui vont se jouer en 1 heure d'effort. Il y aura une deuxième chance dans 3 petites semaines avec une autre course, mais voilà quoi. Il reste 2 chances et on peut pas se permettre de laisser passer la première. Alors, le format de compétition est similaire à celui des jeunes femmes. C'est un format S, un format sprint, ce qui n'est pas forcément le format le plus utilisé sur les World Triathlon Series. On a plutôt tendance à courir sur un format de distance olympique. Ça aussi, ça va être ma première question, Fred. Réaliser un bon triathlon aujourd'hui, certes, c'est une bonne chose, mais on est quand même pas forcément sur le format olympique. Ça va peut-être compter encore un petit peu plus du côté du Yokohama. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un format qui fait la moitié de la distance qui se disputera au JO. Mais il y a quelques courses dans l'année qui comptent comme ça, et il faut passer outre le format et être bon sur le court comme sur le long pour être capable de se qualifier au jeu, prouver son niveau, prouver sa vitesse aussi sur des distances plus courtes. Donc finalement, la fédération prend en compte quand même les résultats sur des distances plus courtes. Vous voyez le véritable tour du monde que proposent les WTS. Edmonton pour l'avant-dernière étape de ces WTS et la grande finale cette année qui aura lieu du côté de Cozumel au Mexique. L'an dernier, c'était Chicago qui avait accueilli cette grande finale, et ça avait d'ailleurs plutôt bien souri à nos tricolores. Tout à fait. Allez, cette étape du Cap qui va débuter d'ici quelques instants. Alors on espère évidemment que ça va parler français sur le podium à l'issue de cette course masculine, Fred. Bon, il se pourrait bien que ça parle espagnol tout de même, parce que vous le voyez, Mario Mola et Fernando Alarza qui sont présents, domine quand même copieusement les débats sur ce début de saison. Oui, tout à fait. C'est vrai que le triathlon a tendance à se jouer quand même en course à pied. C'est la dernière épreuve. Donc, quoi qu'il arrive en natation et en vélo, c'est quand même le meilleur coureur au moment de passer la ligne qui va franchir la ligne en premier. Donc, Mario Mola, Fernando Alarza sont réputés pour être les meilleurs coureurs à pied. Ils ont une petite longueur d'avance à ce niveau-là, et pour être capable donc de les battre, il faut les évincer de l'équation dès la partie natation ou vélo. Donc et dire que Javier Gomez n'est pas là quand même. En plus, il en manque un. Le cannibale, c'est ça. C'est un petit peu les Britanniques au masculin. On a vu on a parlé beaucoup des Britanniques dans la course féminine où véritablement elles trustent les premières places. Là, ce sont plutôt les Espagnols qui ont une densité remarquable, incroyable. Ouais, c'est vrai qu'ils sont bien présents. Il y en a encore un 4e qui est pas si loin que ça. Donc ils ont de la réserve. Hernandez, Vicente Hernandez, qui est aussi là et qui va quand même essayer de tirer son épingle du jeu pour se qualifier. Les qualifs sont pas encore fermés, donc chacun essaye de tirer son épingle du jeu. Et même Hernandez, le 4e meilleur espagnol,
va espérer faire bonne figure. Bien sûr. Et on retrouvera également l'un des frangins Brownlee qui a fait le déplacement. Ce n'est pas Alistair, c'est Jonathan qui est là. Le petit frère. Voilà, le médaillé de bronze des Jeux de Londres. C'est Alistair qui avait remporté le titre. On se souvient des frangins Brownlee qui étaient donc tous les deux montés sur le podium du côté de Hyde Park dans ce cadre magnifique. C'était vraiment un superbe triathlon olympique. On a vu beaucoup d'anglais pendant 4 ans sur la première et la deuxième marche du podium, même si Javier Gomez était quand même présent à côté d'eux. Et là, j'ai l'impression que les Espagnols ont repris le flambeau. Exactement. Allez, le gong qui a retenti. Les juges sont prêts. L'accord de brume qui retentit. Et c'est parti donc pour cette 3e étape des WTS, la course masculine qui vient de s'élancer. On est parti pour un petit peu moins de 50 minutes de course. Le rythme est encore plus élevé que chez les filles, forcément. Déjà qu'elles nageaient vite, là on voit qu'il y a encore plus de bagarres et on a l'impression qu'ils partent pour un 200 mètres à bloc. Et pourtant, il y en aura 750. Et pourtant, il y a 1 heure d'effort derrière. C'est ça. Alors, peut-être sortir quelques nageurs, Fred, de ce plateau. Alors, les habitués aux avant-postes, c'est Richard Varga, le Slovaque, qui est tout le temps présent, un ancien nageur qui a des chronos impressionnants. Mais côté français, on n'est pas en reste. Les trois prétendants à cette 3e place olympique, 3e dossard olympique français, sont d'excellents nageurs tous les 3. Je pense qu'on va voir Aurélien Raphaël qui s'entraîne à Boloris, qui est un excellent nageur et qui sort tout le temps aux avant-postes de la natation avec sa technique bras tendu sur les 100 premiers mètres. On l'appelle l'hélicoptère dans le jargon. Et il a des chronos tels que 53 par exemple au 100 mètres, 1,57 au 200, 4,04 au 400 sur un bassin de 25. Les amateurs apprécient. Voilà, les nageurs verront que c'est quand même des chronos tout à fait impressionnants. Et peut-être un Henri Schoeman également, le Sud-Africain à domicile. On imagine qu'il va avoir envie il va vouloir montrer le maillot et puis d'entrée de jeu il va vouloir aussi utiliser son point fort qu'est la natation. Là, je pense que c'est Aurélien qui est devant comme prévu. Ouais, effectivement, avec le dossard 26, Aurélien Raphaël, le bonnet même plus exactement. Ça m'étonne de ne pas voir Richard Varga tout de suite au contact, soit dans les pieds, soit à côté. Qui est vraiment au-dessus du lot, Richard Varga, qui s'entraîne avec les frères Brownlee la plupart du temps. C'est Alois Knabel, l'Autrichien qui est dans les pieds pour l'instant d'Aurélien. Lui qui a le bonnet numéro 20. Là, on voit l'intérêt de partir vraiment vite sur ces 200 mètres. C'est pas pour le plaisir de créer du lactique et de finalement se tirer une balle dans le pied. C'est que il y a la bouée qui va arriver et ce petit goulet d'étranglement de chaque côté. On a un mur. Il faut quand même bien se placer là, comme on le disait pendant les filles. Le ponton de départ fait à peu près 50 mètres et pourtant il y a 1 mètre à côté de la bouée où on peut passer à la corde. Donc il faut être bien placé et ça va taper un peu, ça va bastonner au passage de la bouée, je pense. Alors c'est un double rectangle là que vont faire les athlètes. Tout d'abord sur un grand rectangle, on va laisser les bouées main gauche, vous allez voir. Et pour l'instant ce duo qui est en train de se détacher. Voilà, là on voit sur la droite de l'écran le passage de bouée qui est pas forcément évident quand on est en paquet. Ouais, regardez, alors qu'Aurélien est passé avec une certaine fluidité. Et là c'est la baston. Ce qui passe à ce moment-là, en effet. Voilà, on va aller terminer là ce petit rectangle en bas à droite de votre écran avant de revenir sur le rectangle principal. On a vu l'Autrichien Alois Knabel, regardez la respiration devant lui pour jeter un petit coup d'œil, avoir toujours ce repère visuel vers la prochaine. Voilà, tout à fait, c'est important quand on nage en triathlon. C'est ce qui fait aussi la particularité que certains nageurs de piscine découvrent en s'essayant en triathlon et qui ont des fois un petit peu de mal à s'adapter à la nage en eau libre. Il faut être capable de s'orienter, de prendre la trajectoire la plus droite possible et pas trop nager en zigzag forcément, sinon on allonge un peu la distance. Donc savoir où est la bouée et savoir qui est à droite, qui est à gauche, voire même savoir les noms de nos adversaires qui nous entourent pour savoir si c'est des bons nageurs, mauvais nageurs, si à la bouée en accélérant ils vont suivre ou si on peut les faire sauter. Donc voilà, c'est toute la tactique qu'il faut mettre en place en natation
et la difficulté de savoir regarder autour de soi. Et puis par voie aussi être obligé d'éviter les otaries, non, dans le port du Cap, qui est réputé pour des otaries, pour ça. Pour l'instant bon, là ça a l'air d'aller. Ouais. Elles ont l'air d'être tranquillement installées un petit peu plus loin. Elles ont dû se demander ce que c'était. Voilà, c'est ça, oui. Ouf, regardez la bouée là justement. Et là, évidemment, c'est non négociable de passer à l'intérieur de la bouée et de couper le virage. Ce serait une disqualification immédiate. Aurélien qui continue à mener ce groupe avec Dorian Coninx. Oui, Dorian qui est en troisième position. Ça, c'est très très intéressant de voir les deux tricolores comme ça aux avant-postes. Dorian, champion du monde du relais mixte l'an dernier du côté de Hambourg avec Vincent Louis notamment. Et puis les Françaises également, vice-champion l'année précédente. C'est une discipline qui réussit bien à l'équipe de France ces dernières années. Et Dorian, je pense que Pierre Lecor est un excellent nageur aussi, mais il a un petit peu plus de difficultés avec les nattes en combinaison. Donc il faut rappeler quand même que l'eau est à 15 degrés. C'est une étape de championnat du monde, il y a beaucoup de concurrence, ça joue des coups de départ et un quart de seconde de lenteur au moment du départ sur le ponton et de suite on est mal placé à la bouée et ça peut jouer sur tout le reste du triathlon s'il n'est pas bien placé. On espère qu'il est juste derrière. J'ai l'impression qu'avec les épaules jaunes là, ça peut être lui. Avec ce mouvement de tête là et ses lunettes blanches, mais on va voir ça à la sortie d'eau. Vous nous parliez de Pierre Lecor, l'un des trois tricolores engagés dans cette course, le champion de France l'an dernier du côté de Nice, on le rappelle, qui fait sa rentrée. Je vous propose d'écouter peut-être Tony Moulet, son entraîneur qui accompagnait Arnaud Dru à l'occasion de la première étape que nous avons diffusée sur la Gold Coast il y a de cela 15 jours, qui nous parle justement de son protégé. Interview réalisée du côté de Montpellier alors que les deux hommes étaient à l'entraînement il y a de cela quelques jours. Il va monter en puissance à partir du mois de mai. Là, ça sera sa première compète. Qui dit première compète dit tout de suite réglage. Après, ça reste directement une première course championnat du monde. Donc, il n'y a pas eu de petite compète régionale ou de Coupe d'Europe pour se préparer. Donc, le test est déjà on va dire à la hauteur à la mesure de ses ambitions. L'ambition, c'est pour moi, je le dis clairement, c'est de faire un podium. Il en est capable. Et puis, il faut tout de suite montrer à la fédération qu'il est capable de perfer, tout simplement. L'objectif, grosses ambitions. Il est annoncé, effectivement. En même temps, quand on va chercher une qualif olympique, c'est ça. Pour prendre vous qui savez évidemment quelle est la difficulté d'aller chercher une qualif olympique, Fred, je rappelle évidemment pour ceux qui l'auraient oublié que Fred Velaubre avait terminé 5e à Athènes en 2004. Il faut certainement ne pas être très loin du podium sur un WTS. Il faut bien sûr être aux avant-postes, il faut être constant sur ces 4 années de préparation, que ce soit à l'entraînement comme en compétition. Il faut être capable d'être régulier dans sa motivation, dans son investissement et pallier aux éventuels changements de tactique aussi, de différents parcours, différents reliefs en vélo et différentes distances. Donc c'est très dur maintenant au niveau actuel d'avoir une régularité sur une année entière, alors sur 4 ans c'est dire. Et maintenant les taux se resserrent un petit peu. Il y a eu un certain décrémage déjà et maintenant il reste plus qu'une place et 3 athlètes. Donc voilà, ça se resserre et je pense que les athlètes français qui sont présents sur cette course pour aller chercher ce 3e dossard ont vraiment tout donné à l'entraînement pour être capables de rivaliser aujourd'hui. Allez, pendant ce temps-là, les athlètes en terminent avec leur parcours de natation et c'est 750 mètres. Ça a nagé en bois de 9 minutes dans cet avant-port du Cap. Et là, pour le coup, les écarts ne sont pas faits. Le fameux Richard Varga est remonté. Il avait pris un mauvais départ, comme quoi.
Il est bien revenu devant Alois Knagel et nos Français qui sont en embuscade. Dorian Coninx, Aurélien Raphaël, Pierre Lecor n'est pas loin. Il est à 5 secondes. Vous me direz, les favoris sont là également. On a vu Fernando Alarza, Vicente Hernandez dont on vous parlait, le troisième espagnol, quatrième même devrait-on dire, mais qui voilà vaut quasiment les autres. Andreas Salzberg, le Suisse aussi, que j'ai aperçu, qui est un très bon rouleur. Donc sur ce début de parcours vélo, il y a 20 km à parcourir. C'est important dès la sortie d'eau de faire l'effort pour essayer de créer une cassure avec des nageurs qui sont soit un petit peu moins bons et donc plus fatigués, soit carrément une cassure. Là il y a une petite cassure de 5 mètres, ça paraît rien, mais si de suite les premiers font l'effort sur le début du vélo, ça peut se transformer en un break de 30 voire 1 minute à la fin. Évidemment. Allez, le départ, on a vu de Jonathan Brandly également au premier rang. Nos tricolores sont là dans le premier groupe. Et vous parliez des cassures. Oula, Mola est un petit peu à la traîne. Effectivement. C'est pas grand chose, mais ça peut lui coûter cher. Et sur la distance, il a pris un petit éclat tout de même. On rappelle, effectivement, le très beau, que dis-je, le parfait début de saison de la part de Mario Mola, vainqueur des 2 premières étapes sur le WTS, vainqueur également de la Coupe du Monde de Moulou-là-bas. Bon voilà, pour l'instant l'Espagnol n'a tout simplement été jamais inquiété, invaincu. Voilà, invaincu. Ouais, malgré ces petites lacunes en natation, c'est les seuls points noirs, on va dire, de cet athlète qui est quand même très complet. Je pense qu'il est capable de remonter dès le début du vélo parce qu'il est un petit peu au-dessus. Et il a l'habitude de devoir faire l'effort dès la sortie de l'eau parce que c'est pas vraiment son point fort, contrairement aux 3 Français qui, eux, à l'inverse, vont tout donner directement à peine sur le vélo. Et là, on voit qu'ils s'organisent. Ils regardent pas derrière. Ils ont nagé à bloc et ces premiers kilomètres vélo vont être décisifs. On rappelle effectivement 20 km de cyclisme avec une première boucle un petit peu plus longue que les suivantes. Il y a ce parcours de transition depuis l'avant-port pour aller se situer autour du stade d'athlétisme qui fait figure ensuite de zone de transition entre le vélo et la course à pied, mais également de zone d'arrivée. Ouais, tout à fait. Il y a une petite particularité sur cette étape, c'est qu'il y a 2 parcs à vélo. C'est-à-dire que à la sortie de l'eau, il y a une première zone de transition où on va poser sa combinaison et prendre son vélo, faire 4,8 km jusqu'à une jonction pour rejoindre les 4 tours qui restent à effectuer du parcours vélo pour un total de 20 km. J'ai l'impression que c'est les 3 Français. Ah oui, non. Ouais. Des 2 Français déjà. Il y en a deux déjà. Aurélien, Dorian là, qui tire la grimace, mais je pense que c'est de bonne augure. Ça veut dire que ça écrase les pédales et je pense que là il y a des watts, sous le pied là. Ouais, ça a l'air effectivement, comme vous dites, là d'envoyer très très fort sur ce début de parcours vélo. Alors là, c'est vraiment tactique. On voit que ça prend des relais très serrés, ça s'abrite bien du vent. Ça ménage pas ses efforts sur cette transition. C'est vraiment important de faire une cassure maintenant pour démoraliser le groupe de chasseurs derrière. Ouais, d'autant plus là quand vous avez Jonathan Brandly qui vient prendre le relais. Bon, c'est toujours bon à prendre. L'Espagnol un petit peu moins, semble-t-il. Voilà, alors est-ce que l'Espagnol va collaborer? Je pense que c'est tout dans son intérêt, s'il veut lui aussi créer l'écart. Et mais non, regardez, il jette un petit coup d'œil derrière et il se laisse décrocher gentiment. Je pense pas qu'il participe à la tête de peloton. Je sais pas, peut-être qu'il est sorti un petit peu juste de l'eau, mais qu'il va participer à ce roulement aux avant-postes de ce paquet vélo. Mais j'ai l'impression que ça se regarde un petit peu. Après, le parcours vélo est quand même très technique avec beaucoup de virages, ce qui va aussi pas mal user les athlètes avec des relances où on est quasiment à 100% de ses capacités, et donc des ressources et des filières plutôt explosives, comme on le disait chez les filles. Et mine de rien, il y a le lactique qui s'accumule au fil des tours et au fil des relances. Une des questions, qui nous provient des réseaux sociaux via le hashtag Triathlon21. Vous n'hésitez pas d'ailleurs à nous poser vos questions, à nous donner vos réactions sur cette course, cette 3e étape des WTS. Question toute simple, Fred. Est-ce que les triathlètes à ce niveau-là
sont professionnels? Oula. Alors, ouais. un vaste débat. Oui, alors ceux qu'on voit à la télé sont quand même professionnels. Ils ont tous, d'une part, des partenaires personnels et en plus des accords avec des instances comme l'armée, par exemple, pour les Français. Ça peut être la Poste, la police. Pour ma part, ça a été la SNCF pendant pas mal d'années. Ça permet d'avoir un salaire et contre certaines actions, que ce soit en entreprise ou pour l'armée, des présences en caserne par exemple, mais ça permet d'avoir un salaire on va dire régulier et de pouvoir s'entraîner sereinement. Tout ça grâce à des partenariats entre la Fédération française de triathlon et toutes ces boîtes qui aident les athlètes, qu'on appelle CIP, contrat d'insertion professionnelle. Dans certains cas, ça offre même un travail pour plus tard, un CDI par exemple, qu'on peut saisir en fin de carrière. Allez, retour à la course avec ce groupe-là qui s'est détaché en tête. Là, clairement, la cassure a été faite avec le gros paquet derrière. Alors, je pense que Mario Mola s'est fait piéger. Ça va être la grosse chose à retenir de ce début de parcours vélo. Et alors, parmi ce groupe, on a à minima deux tricolores. Est-ce que nous avons les trois dans le groupe de tête? Pierre Lecor, ouais, Dorian est là. Et Aurélien aussi, effectivement, est en fin de peloton. Eh bien écoutez, c'est une opération parfaite pour l'instant, réalisée par nos trois Français engagés dans ce WTS. Là, on voit quand même que c'est très organisé. Ouais, un petit peu. C'est un petit peu serré. Très serré. Il y en a qui vont faire des très tours, technique et d'ailleurs encore un avantage pour les petits groupes, parce que les virages serrés comme ça en paquet, ça peut créer des problèmes encore plus conséquents et des relances qui font encore plus mal à ceux qui sont en fin de paquet. Du coup, encore plus de difficultés à s'organiser. Alors que là, on a donc 12-13 athlètes qui collaborent, 14 même, qui collaborent et qui s'entendent et qui prennent chacun leur relais sans trop regarder derrière ni s'écouter. Avec les nageurs Varga et Cheman qui ont tenu pour l'instant, en tout cas sur ce premier tour de vélo. Et Mario Mola, comme vous le disiez très justement, Fred, qui a été piégé. Bon, une quinzaine de secondes finalement de perdu par Mola sur la tête de course. Sur ce format de compétition, c'est quand même beaucoup. 15 secondes pour l'instant. On va dire que pour quelqu'un comme Mola, c'est pas inquiétant. S'il devait poser le vélo tous maintenant, Mario est tellement au-dessus du lot en course à pied que pour l'instant ça ne l'inquiète pas plus que ça. Mais en général, 15 secondes, quand on a 14 athlètes avec le couteau entre les dents, qui ont tous une qualif olympique à jouer et un objectif fort sur cette course, ça peut se transformer en beaucoup plus. Avec 3 athlètes en groupe étau derrière. Et on a parlé du très bon début de saison, même parfait, de la part de Mario Mola. Mais attention, dans le groupe de tête, il y a un Espagnol et c'est Fernando Alarza. Il y a beaucoup d'athlètes qui aimeraient avoir réalisé le début de saison d'Alarza. 4e à Abu Dhabi, 2e sur la Gold Coast. Il y a de cela 15 jours. C'est évidemment l'un des grands favoris, dauphin d'ailleurs de Gomez sur les dernières années, sur les classements généraux des séries. Ah oui, là, l'Espagnol est clairement en force ces dernières années. C'est ce début de saison, je veux dire. Bien sûr. Avec Mola qui fait un festival depuis les premières étapes. Et maintenant, il y a même Alarza qui vient mettre son grain de sel. Oui, bien sûr. Avec le retour de Gomez, ça risque de faire... ça va faire très mal. Effectivement. Lui, Javier Gomez, un petit peu à l'image des Britanniques qui s'étaient qualifiés l'an dernier. Lui peut démarrer cette saison sur un tempo un petit peu moins élevé, sachant qu'il a son spot, sa qualification pour les Jeux dans la poche. Voilà. Ça, c'est intéressant. Alors, Mario aussi, et Javier sont déjà qualifiés. Les 2 Espagnols sont déjà qualifiés pour les Jeux. Maintenant, il faut quand même qu'ils prouvent d'une part à leur fédération et aussi qu'ils continuent à marquer des points, un minimum pour leur classement. Donc ils continuent de courir et en plus peut-être que Mario ne cracherait pas sur un titre de champion du monde. Donc pour l'instant, il est en tête du classement championnat du monde des WTS. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant. Une année où Gomez baisse un petit peu le pied
et lui laisse l'opportunité effectivement de remporter ce championnat du monde. Ouais, ça doit lui trotter dans l'idée quand même, dans l'esprit, après deux victoires en début de saison. Clairement. Et puis ces places de dauphin, bon, à un moment on est content de monter sur la première marche du podium. Et puis il le mériterait amplement, vu les temps qu'il a fait sur les premières courses en course à pied. On a vu le niveau impressionnant que pouvaient avoir certains Français, notamment sur les 10 km de début de saison déjà. Alors on imagine qu'est-ce que Mola peut faire sur un 10 km à sec. Quelqu'un comme Dorian Coninx par exemple a réalisé au mois de février à Cannes, sur le 10 km, un 29-11. Donc les spécialistes de la course à pied apprécieront, je pense, encore une fois cette référence de temps. Pierre Lecor avait réalisé 29-18 à quelques secondes de plus au mois de janvier. Après cela, il s'est un petit peu blessé, donc on ne l'a pas trop vu sur les premières courses. Là, c'est son grand retour, mais il a prouvé quand même qu'il était très rapide en course à pied. Et pour l'instant, les tricolores sont aux avant-postes de cette étape du Cap dans le groupe de tête, et on continue de prendre les relais. C'est le cas de Dorian Coninx, c'est le cas du champion de France en titre, Pierre Lecor. Aurélien Raphaël est peut-être lui un petit peu plus derrière, le temps de récupérer, quoique j'ai l'impression qu'il vient également aux avant-postes, là, montrer le bout de son nez. Bon, il faut dire que le gros du travail est effectué par l'homme à gauche, John Brownlee. Ils sont revenus, j'ai pas envie de dire sur la pointe des pieds, les frangins Brownlee, ils ont été gênés quand même la saison dernière par des blessures. Bon, en cette année olympique, j'ai l'impression qu'on a remis tout dans le bon sens. Ouais, l'année dernière ils ont eu surtout Alistair une fracture de fatigue. Donc bon, c'est vrai qu'à ce niveau de performance, à ce niveau d'heures d'entraînement, la quantité, la charge et l'intensité font que le corps est quand même à la limite de la blessure à chaque fois, et ça a pas loupé. Alistair s'est blessé, mais bon, c'était une année pré-olympique. Personne ne s'est trop un peu inquiété en se disant qu'il avait le temps de revenir. Et là, il met quand même du temps. À la dernière étape, il était un petit peu détaché derrière. Ouais. Moi, je commence à me faire un peu de soucis pour lui par rapport au JO, mais bon, c'est vrai que en général, quand on se fait du souci pour lui, ça l'énerve, oui. Et il revient encore plus fort. Donc, ça le fait réagir. Voilà. Et Jonathan, lui, est monté sur le podium, certes sur la Gold Coast, mais à quel prix, on l'a vu un petit peu titubé sur la ligne. Quasiment, il a dû avoir un peu chaud. Voilà, même ce sont des images que l'on a l'habitude de voir en triathlon, avec des athlètes qui vont au bout d'eux-mêmes. Et oui, même sur 2 heures d'effort, c'est pas des longues distances, mais ça fait mal quand même, ça va très vite, et le cœur monte haut pendant longtemps, on s'accroche, et avec la chaleur parfois on peut avoir aussi des petits malaises en fin de course. Tiens, à l'occasion justement, vous parliez de distance, de prendre une question sur les réseaux sociaux. Pourquoi ce triathlon du Cap, alors c'est pas forcément un piège si on sait pas la réponse, mais pourquoi ce triathlon du Cap est sur un format S alors que la plupart sont plutôt des M? Pourquoi on a des distances comme ça différentes tout au long de la saison des WTS? Alors je pense que ça, c'est, on va dire que entre guillemets c'est politique, mais aussi il y a un rapport peut-être au spectacle. Ouais. C'est beaucoup plus dynamique. Là on voit souvent des échappées, on a pu le voir tout à l'heure avec Flora Duffy qui a fait son petit numéro en vélo. Là encore une fois, 14 athlètes qui partent en échappée, plus 3, ça fait 17. Donc c'est dynamique en vélo, c'est dynamique en natation, ça roule vite, ça nage vite, les virages sont pris à 200 à l'heure, on prend des risques, et pareil en course à pied. Donc ça crée beaucoup plus de spectacle, beaucoup plus de suspense finalement, et en plus 2 heures, une seule heure d'antenne, voire 50 minutes. C'est peut-être plus télévisuel. Donc ça, c'est un argument de poids, et donc varier avec des distances olympiques et des sprints, c'est sympa à ce niveau-là. Et aussi ils parlent de passer la distance olympique, la fameuse, la vraie distance olympique en format sprint, qui est donc M. Ouais. Donc de voir les jeux sur une distance sprint. Exactement.
Exactement. Donc alors il le teste sur des WTS maintenant et ça va être de plus en plus le cas. Et voilà, et pour aller dans votre sens, Fred, le Cap effectivement est la première étape qui va se dérouler sur un format S. Mais celles qui vont entourer finalement les Jeux et la fin de la saison. Je veux parler de Hambourg mi-juillet, d'Edmonton début septembre et de la grande finale du côté de Cozumel. Eh bien ces trois-là se disputeront sur un format S. Donc voilà, on est peut-être effectivement en train de basculer progressivement vers ce format S pour la distance olympique entre guillemets. Tout à fait. Bon là on peut voir que l'écart est quand même conséquent, hein, 27 secondes à mi-course vélo, il reste 10 km de vélo. Donc on a vu quand même tout le monde collaborer, hein, que ce soit Johnny ou les autres. Donc pas de plus motivé que d'autres, chacun passe devant et c'est un groupe volontaire qu'on voit à l'écran et voilà, les relances font mal, les lignes droites font un peu mal aussi, ça va être musclé du début à la fin, je pense, et derrière ça doit s'organiser aussi. Donc en course à pied ça risque de piquer un petit peu. Vous avez eu cette grosse relance là justement, hein, en tête du premier groupe là. Ça c'est le groupe de chasse, hein, qu'on voit, hein, qui va bientôt prendre le virage qu'on vient de voir du haut. Donc voilà, on voit tout de suite, hein, qu'avec un gros groupe, hein, sur des parcours sinueux avec des relances et des virages à 180, le dernier qui passe le virage commence sa relance alors que les autres sont déjà à 40 à l'heure sur le plat. Donc difficile de s'organiser pour un gros groupe comme ça dans des parcours très sinueux. Avec le petit coup d'œil derrière et des Français qui continuent de faire cette course en tête, qui aimerait bien accroître encore cette avance. Jonathan Brownie qui continue, hein, lui, de prendre les relais, qui semble demander à ce que d'autres athlètes justement suivent un petit peu. On voit le fair play des Français quand même, parce que y a une course dans la course, hein. On est en année olympique, chacun va chercher son dossard et là on voit les trois Français qui collaborent quand même. C'est beau d'être généreux comme ça dans l'effort, alors que cette course va être vraiment décisive. Le résultat final va être vraiment décisif. Donc ce sera important de courir vite et personne joue l'économie à rester dans les roues là. Il y a Dorian qui relance sans cesse, Aurélien Raphaël et Pierre Lecor juste derrière. Donc voilà, c'est un bel esprit que nous montre aujourd'hui, un beau spectacle que nous montre l'équipe de France. Ouais, et Dorian Coninx, en tout cas le premier nommé là, nous montre de très très belles choses, hein, véritablement une vélocité en tête de course qui fait plaisir à voir. Il semble avoir du jus aujourd'hui et pourrait nous claquer un superbe résultat. C'est lui qui est en tête, qui est en train d'imposer le rythme. Aurélien, lui, allez, un petit peu plus en retrait, qui tente de récupérer. Derrière, ça commence à s'agacer, hein, dans le peloton principal, dans le groupe de chasse. Il y a Mario Mola qui doit commencer à s'énerver là, derrière. Peut-être, mais c'est à lui, en tout cas, de prendre l'initiative sur le vélo. Il va peut-être pas attendre les 5 km de course à pied, d'autant que ça risque d'être un petit peu juste sur 5 km, hein, pour effectuer le 30 secondes, hein, le retour au tirage ça secret. commence à être conséquent. Ouais. Faut pas trop qu'il s'endorme non plus. Encore le groupe de devant avec Dorian, hein, aux avant-postes. Dorian, on le rappelle, champion d'Europe et champion du monde junior en 2013, champion du monde espoir en 2014, hein, un parcours depuis longtemps régulier aux avant-postes. Ouais, à Abu Dhabi, ça s'était pas forcément très bien passé pour lui là en début de saison. On peut dire que ça fait une petite année avec la fin de la saison dernière et le début de cette saison qui galère un petit peu. Alors ça doit être difficile pour un athlète, hein, même si on a confiance en son entraîneur, en sa structure et en ce qu'on fait à l'entraînement. Quand il y a beaucoup de mauvais résultats qui s'enchaînent comme ça, on peut douter un petit peu de ses capacités, mais bon, Dorian est solide dans la tête. Il le prouve encore aujourd'hui, il lâche rien. Allez, on va suivre. Voir si ça tient. Exactement, on va voir exactement si ça tient. Vous avez parfaitement teasé, comme on dit dans notre jargon, Fred, la suite de cette course. On va très vite repasser par Boulogne et on revient ici au Cap pour la fin du vélo et la course à pied, bien sûr, de cette troisième étape des WTS ici au Cap. Et
Et nous voici de retour au Cap à l'occasion de la 3e manche des WTS, les World Triathlon Series. 3 tricolores font partie de ce groupe de tête, avec notamment Pierre Lecor, le champion de France en titre. Dorian Coninx, que l'on voit particulièrement à son avantage depuis le début de cette épreuve, qui est quasiment toujours placé aux avant-postes. On voit là les tricolores qui prennent le relais l'un de l'autre. Et puis Aurélien Raphaël, voilà, peut-être un petit peu plus derrière, qui a un petit peu plus besoin de récupérer. Ouais, suivant la période, suivant le moment de la course, c'est vrai que on peut avoir fait beaucoup d'efforts et puis sentir qu'on a un petit peu besoin de souffler un peu, se replacer sur un virage, comme le fait Dorian. Alors, un petit rappel, une question qui nous provient des réseaux sociaux, même si on a eu déjà l'occasion d'en parler. On nous demande pourquoi Vincent Louis ne dispute pas cette étape de Cape Town, parce qu'effectivement le numéro 1 français aurait dû prendre part à cette étape. Il avait prévu de faire sa rentrée sur cette étape sud-africaine. Il est légèrement blessé à la cheville, une gêne. Voilà, qui apparemment c'est pas trop grave. Voilà, il n'est pas à 100% simplement, et du coup, il a préféré différer quelque peu sa rentrée. Et donc on le retrouvera sans doute sur l'étape de Coupe du Monde de Cagliari. Ouais, voilà. C'est vrai que plutôt sympa d'ailleurs comme cadre. Oui, c'est pas désagréable. Entre Cape Town et Cagliari, voilà. Il a hésité. Votre cœur balance. Mais non, c'est vrai que pour revenir sur la préparation d'un athlète pour ses courses, il faut vraiment être à 100%. On l'a expliqué pendant la course des filles, que ce soit au niveau de la nutrition, des heures d'entraînement, des séances d'intensité, la préparation mentale. Il faut vraiment être à 100% de ses capacités sur ses courses. C'est le meilleur niveau international. Donc Vincent a dû sentir que il avait une petite gêne sur la cheville. Il a préféré éviter de faire le déplacement qui va le fatiguer. L'objectif principal, ça reste quand même les JO cette année. Donc faire une coupe du monde peut-être un peu moins relevée, qui va lui permettre de prouver à la fédération qu'il est quand même en forme, mais qui va pas trop imputer sur son état de forme, et qui va lui permettre de prendre des gros se points. Soigner. Ouais, puis de prendre finalement des gros points, parce que les coupes du monde, donc deuxième échelon on va dire du triathlon mondial, juste derrière les WTS, rapportent quand même de très très gros points. Ouais, tout à fait, c'est important, ça fait partie des critères d'ailleurs. Il y a Vincent Louis et Davidos qui sont donc qualifiés grâce à leur perf sur le test event de l'année dernière, respectivement 3e et 4e. Mais ils doivent quand même faire une course cette année pour prouver leur niveau, et notamment marquer des points pour assurer le 3e dossard à la France. Ça va être intéressant, de voir l'écart entre le groupe de tête et le groupe de chasse. Une des questions d'ailleurs qui revient, c'est combien de Français dans le groupe de chasse? Eh bien aucun, Les 3 tricolores sont dans le groupe de tête, et par contre ce groupe de chasse là, est à 28-29 secondes. Enfin, c'est pas celui-ci, c'est celui qui passe sur la ligne de départ et dont vous voyez les membres s'afficher au fur et à mesure. 29 secondes de retard finalement. Ouais, ça commence à être conséquent quand même, 29 secondes, à part peut-être pour Mola, et encore sur 5 km, c'est quand même important. Donc c'est pas dit qu'il puisse revenir. Je pense que derrière il doit commencer à s'inquiéter un petit peu. On s'approche dangereusement du dernier tour vélo. Vous nous parliez justement de la préparation de ces athlètes là, qui doivent être à 100% sur cette dernière ligne droite en vue des Jeux Olympiques. Une des questions sur le rythme d'entraînement quotidien d'un athlète pour être performant, et donc dans les 3 disciplines. Alors le rythme d'un athlète, d'un triathlète de ce niveau-là international, c'est du 24 heures sur 24, soit on mange, soit on s'entraîne, soit on est en train de travailler dans sa récupération avec un kiné, ou en dormant, ou en s'étirant. Donc c'est vraiment intense comme préparation, et c'est pour ça que on arrive à avoir quelques blessures, comme on en parlait tout à l'heure avec Alistair Brownlee, ou Vincent qui a été un petit peu inquiété avec sa cheville, Pierre Lecor aussi qui s'est blessé suite à un entraînement vraiment poussé pour cette année olympique, cet hiver. Il a fait un super 10 km, on l'a dit tout à l'heure, en janvier, mais après il a été un petit peu inquiété. Alors est-ce que il est revenu à son meilleur niveau? C'est sa course de rentrée, on va le savoir aujourd'hui.
Mais en gros, ça représente à peu près 35 heures d'entraînement découpées sur la journée, donc une journée pleine du matin au soir. Et pour être tout à fait complet au niveau des blessés, hein, au rayon des blessés, on va saluer quand même Richard Murray, hein, le Sud-Africain, qui aurait bien aimé certainement briller à domicile et qui malheureusement s'est cassé la clavicule, hein, sur la dernière étape. Et oui. Donc on espère, alors qu'on voit Schumann qui a joué vraiment les premiers rôles dans l'avant-port, on va dire, du Cap, et qui tient dans ce groupe de tête. Attention tout de même si bon, sur les 5 km, son gabarit est peut-être un petit peu lourd, on va dire. Pour ses forces sont surtout basées sur la natation. Voilà. Le vélo aussi, donc il joue sa carte aujourd'hui, hein, il profite de cette échappée, même s'il sait que ce sera pas le meilleur coureur de cette échappée, mais justement à la limite, hein, c'est le moment de poser le vélo avec de l'avance, hein, et peut-être de battre un coureur à pied comme Mola, alors que s'il était resté tranquillement dans les roues d'un groupe, ou s'il n'avait pas nagé si fort que ça, il se serait fait battre forcément par Mola. Et on a vu avec cette vue d'hélicoptère le geste, hein, encore, c'est Dorian là qui invitait des membres de l'échappée à passer devant. C'est organisé, hein. Là on voit que ça tourne, c'est millimétré, hein, ça s'abrite, et vraiment les efforts sont calculés, chaque athlète est bien placé. C'est presque un contre-la-montre par équipe du Tour de France qu'on est en train de voir là, et ça tourne bien. Regardez, on se rend bien compte là que ça travaille à 6-7, hein. C'est vraiment la première partie, hein, de ce groupe de tête qui passe devant à partir de l'Espagnol et du Néo-Zélandais là en 8e, 9e position. Ça ne passe plus. Ouais, alors faut savoir que à chaque relance, quand même, quand on est placé en fin de paquet, on subit plus la coup, hein, donc c'est pas très bon de rester trop derrière non plus sur ces parcours très très sinueux. Maintenant, faut aussi pouvoir se placer devant, hein, ça roule fort, donc les athlètes qui sont à l'arrière, j'ai l'impression qu'ils tirent aussi la grimace. Ils sont peut-être pas forcément dans la meilleure position pour se reposer. Même si dans les lignes droites ils sont abrités du vent, je pense que c'est pas forcément un choix de leur part. Et on a vu, hein, également un autre des favoris, hein, qui est un petit peu piégé dans ce deuxième groupe, c'est Joao Silva, le Portugais, qui a réalisé quand même une superbe 3e place du côté d'Abu Dhabi en ouverture de saison. Dans le top 10, on le rappelle, à l'occasion des Jeux de Londres quand même. Ouais, tout à fait. Et que l'on avait suivi aussi lors des Jeux européens de Bakou, où il avait pris une superbe médaille d'argent. Oui, là il y a que 14 athlètes, hein. Il y a des très bons encore derrière qui se sont fait piéger. Alors est-ce que 30 secondes vont suffire à ces 14 hommes pour finir devant ce groupe de chasse qui s'est un petit peu plus économisé quand même malgré tout? On va voir ça. Là on voit Sven Veriderer, hein, qui était déjà là aux Jeux d'Athènes en 2004. C'est un athlète vraiment très régulier et qui fait médaille de bronze au JO d'Athènes, et là il est encore là aujourd'hui pour aller chercher des points pour sa qualif pour les Jeux de Rio. Allez, la transition entre le vélo et la course à pied. Fabian, un Italien au second plan, qui également réalise un très bon début de saison. John Brownlee est là. Ça va aller très vite là. Un beau spectacle aussi, ces transitions. À peine quelques secondes pour enfiler les baskets, jeter le casque dans sa boîte, qui doit d'ailleurs pas sortir de la boîte sous peine de pénalité. C'est pour ça que très souvent on voit les triathlètes jeter un petit coup d'œil, hein, juste derrière, parce que des fois il vaut mieux, quand on a fait 2 pas, revenir mettre son casque dans la... Ah oui, là c'est pénalité de 15 secondes obligatoire, et là on voit Mario Mola qui est en train de réaliser qu'il a 26 secondes de retard et qu'il va falloir mettre le turbo d'entrée de jeu. Et oui, s'il veut conserver son statut d'invaincu sur ce début de saison. On le rappelle, il s'est imposé à Abu Dhabi, sur la Gold Coast. Il a remporté la Coupe du Monde de Mouloullaba. Il a l'opportunité de faire un triplé inédit, mais là ça risque d'être un petit peu compliqué quand même sur ces 5 km. Il faudrait un véritable numéro. Ça part fort. Alors là, des Français en présence, il n'y a que Pierre Lecor pour l'instant qui a été capable de faire un podium sur WTS, hein, à Auckland en 2015. Donc on va voir ce qui se passe chez les autres Français, mais ça part déjà très vite. Alors Dorian a l'air en forme, hein. Ouais, Dorian effectivement a l'air facile, hein, au niveau de la foulée. Pierre en 4e position. Pierre qui aime bien, qui s'est fait marcher un petit peu sur la chaussure là.
Pierre qui aime bien cette étape. Il avait pris la 7e place l'an dernier, ici même. Après une 6e place sur la Gold Coast. Il avait démarré la saison tambour battant. Regardez comme Dorian ne laisse rien comme espace. Là, ça va très vite. Sur John Bromley. Là, les allures, c'est au-dessus de 20 km/h, largement. Peut-être même 21 sur ce premier kilomètre. Ça sort du parc et ça met tout quasiment sur le premier kilo pour faire la cassure, faire l'écart et donner un à-coup psychologique sur ses poursuivants. Ouais, le trio de tête, il est costaud. Et Aurélien Raphaël, dont le rictus, malgré les lunettes, ne trompe pas. Il ne semble pas en mesure de recoller sur les groupes de tête. Regardez, c'est pas loin derrière, même si la caméra écrase un petit peu la perspective. Mario Mola est en mode chasseur. Là, ouais. Il est parti. Le petit gabarit également de Silva, le portugais derrière. Hernandez, espagnol également, donc faisant figure de favori ou à minima d'outsider dans une course. Ouais, Dorian est en train de nous faire un sacré numéro là, j'ai l'impression. Ah ouais, quel festival. Il est en train, il est bien placé, de se mêler à la lutte face à Fernando Alarza, face également au Britannique médaillé de bronze des derniers Jeux à domicile, John Bromley. Il est intercalé entre les deux meilleurs athlètes de la planète actuelle, avec Gomez qui n'est pas présent. Voilà, rien que ça. Et Mola qui est un peu derrière, mais grosse perf de Dorian, qui a les dents longues en ce moment, qui a prouvé cet hiver, comme on le disait sur un 10 km, qu'il était rapide. Et il a bien donné en vélo, donc c'est beau ce qu'il fait. Un petit clin d'œil avec ce logo sur la tenue. Petit clin d'œil à Laurent. Ouais. On rappelle, bien sûr, l'enjeu de cette course pour Dorian Coninx, aller chercher le 3e ticket tricolore pour les Jeux Olympiques. Ouais, ça se regarde pas derrière. Ah oui, il n'y a pas de coup d'œil, effectivement. On regarde loin devant. Et il fait mieux que se mêler à la lutte. Dorian est carrément en tête. Devant. Il a pris les avant-postes. Alors tactiquement, c'est bien de rester un peu derrière, mais s'il a les jambes, s'il se sent bien, je crois qu'il impose aussi son rythme. Faut qu'il tienne jusqu'au bout, et là il est bien parti, Dorian. Il a été déjà impressionnant sur la partie vélo, où clairement c'est lui qui a donné le là, qui a imposé le tempo en tête de course, et il continue de faire de même sur la partie course à pied. On voit aussi qu'il est du club de Poissy, des clubs qui permettent, comme on le disait, tu m'as posé la question tout à l'heure des athlètes pros. C'est aussi grâce au club notamment que les Français et beaucoup d'athlètes étrangers aussi peuvent s'entraîner sereinement. Les clubs qui nous aident à faire le Grand Prix, par exemple, donc Dorian de Poissy, Pierre Lecor au club de Montpellier, Mario à l'écran du club de Sartrouville, tous ici présents font le Grand Prix national français, qui est une des plus belles vitrines du triathlon après ce circuit championnat du monde. Ouais, à l'occasion de rappeler évidemment le coup d'envoi de ce Grand Prix de triathlon le 22 mai du côté de Dunkerque. N'hésitez pas à vous déplacer si vous êtes dans la région. C'est un grand spectacle en perspective. Oh, là, ça pique. Un abandon, effectivement, le dossard 55, celui de Christophe de Keyser, le Belge, qui n'en peut plus et qui semble s'arrêter là. Et simplement pour être complet, de Keyser qui va mettre la flèche et qui va s'arrêter là. Il n'ira pas plus loin. Au rayon des beaux événements, si vous êtes en région parisienne, eh bien juste le week-end d'après, le 29 mai, le Garmin Triathlon de Paris également, sur une distance M, donc sur une distance olympique, où les athlètes vont traverser la capitale d'est en ouest et ils vont arriver sous la Tour Eiffel. C'est sympa aussi comme cadre. Petite visite touristique en même temps. Voilà. Allez, Pierre Lecor. Allez Pierre, accroche-toi, c'est bien là ce qu'il est en train de faire. Pierre aussi, ça revient derrière, donc décidément, Varga qui s'accroche, c'est lui qui a marché sur la chaussure de Pierre tout à l'heure. On lui rend l'appareil. Et Mola, regardez la vitesse, il en a déjà rattrapé quelques-uns. Je vois aussi Silva aussi qui court fort là. C'est des petits gabarits ça sur la course à pied. En général ça fait des dégâts en fin de course, mais ça allonge un peu la foulée là, ça rajoute encore un petit peu de vitesse. Allez, les athlètes qui reviennent dans ce stade d'athlétisme non loin du Cape Town Stadium, le stade de football. Superbe cadre
pour l'arrivée de ce triathlon. À la moitié de la course à pied là, Dorian est encore dans le trio de tête. S'il va nous chercher un podium, ce sera formidable. Et il a l'air confiant. On l'a vu mener, pour un peu qu'il nous fasse une médaille d'or, ce serait beau. Allez, concentré sur l'objectif avec Fernando Alarza qui aimerait bien lui aller décrocher une première victoire sur le WTS. Et oui, on le voit beaucoup, Fernando Alarza, mais un petit peu dans l'ombre de Mola, de Javier Gomez. C'est un peu le troisième larron, Fernando Alarza, même s'il a connu beaucoup de podiums, hein, bien sûr, mais il ne s'est jamais imposé quand même. Le problème quand on est bon en Espagne, c'est que il y a un Gomez et un Mola qui sont encore meilleurs, toujours. Incroyable. Donc on est un petit peu dans l'ombre quand même. Aurélien Raphaël, lui, est en embuscade, un petit peu plus loin. Et voyez, un Mola, Hernandez là, qui sont en train de revenir à toute vitesse. Ouais, le quatrième espagnol aussi. Hein. Ah oui, ouais, ils sont 4. Hein. Bah, vraiment c'est vraiment la densité des Britanniques chez les filles. Hein. On peut faire le parallèle. Ouais, avec l'absence d'Alistair notamment. Vincent aussi, ça leur donne encore plus de suprématie. Voilà, Dorian reste un petit peu derrière, il se relâche un peu les bras. Il a l'air relâché malgré tout, malgré la vitesse, malgré l'effort. Donc c'est plutôt encourageant pour la suite. On est à plus de la moitié, il doit rester à peu près 2 km à parcourir. Un écart fait avec Mario Mola, tiens justement, c'est intéressant. 20 secondes, ça paraît quand même compliqué. 20 secondes, ça veut dire qu'il a bouché à peu près 7 secondes en un tour. Donc si ça reste comme ça, ce sera pas suffisant. Mais là, on parle des 3 premiers. Hein. Derrière, il y a bien 8, 9, 10 secondes encore. Donc peut-être que Mario peut revenir sur quelqu'un comme Pierre Lecor. Ah, regardez. Et là, il est juste derrière. Pourtant, Pierre, il est en 6e position. Pierre fait une super course également. Hein. Il y a son entraîneur qu'on connaît bien à l'équipe 21, Tony Moulet, qui est sur le bord de la route pour lui donner les bonnes indications. Et il fait une super course, Pierre, c'est génial. Mais l'ogre Mola, comme tu l'appelles. Ah ouais. Il est impressionnant. Son dernier mot. Impressionnant. Allez, si Javier Gomez est le cannibale, effectivement, Mario Mola est un ogre. Et Aurélien bénéficie, en tout cas parvient. Aurélien, il lâche rien non plus, c'est bien. À prendre véritablement le tempo imposé par Mario Mola. Ça, c'est costaud. Hein. Aurélien, une belle pointe de vitesse en plus, donc sur la fin de la course. On sait jamais, il faut le surveiller également. Ah là, ça peut être un beau top 10 de la part d'Aurélien Raphaël. Bien, dites-moi, c'est un casse-tête là qui va s'annoncer pour l'encadrement tricolore. Ah oui, c'est vrai que les Français ils ont la pression et ça fait réagir pendant l'hiver à l'entraînement, ça fait réagir pendant les compétitions et voilà ce que ça donne. Franck Bignet, le DTN le sait, il a donné des objectifs et des critères de qualification assez élevés et ça a augmenté le niveau de chacun. Et aujourd'hui, ils sont en train de nous faire un sacré numéro, les 3 Français dans le top 10. Toute même petite inquiétude avec Dorian là qui semble se faire un petit peu décrocher par Fernando Alarza et Jonathan Brownlee. Il reste plus grand chose là, faut tenir Dorian. Hein. Faut c'est dur. C'est dur. Quel rythme imposé. J'imagine que ça doit accélérer encore devant les deux qu'on voit à l'écran là, Alarza et Brownlee ont encore mis un petit à-coup pour essayer d'aller chercher la première place. Donc c'est normal que Dorian accuse un peu le coup. Et si déjà il maintient sa 3e place, ce sera magnifique. Ce sera évidemment 2 km. Un superbe résultat. Il reste quand même 2 km. Ça fait faut qu'il tienne. Il fait chaud. Il est parti un peu fort, Dorian. Donc j'espère qu'il va pas trop accuser le coup. Surtout qu'il était dans les pieds de ses 2 compatriotes là, donc il était quand même emmené. Maintenant il se retrouve tout seul. On le voit au niveau du rythme là, même s'il en remet quand même un petit peu. La foulée est plus alerte de la part de Jonathan Brownlee et de Fernando Alarza. Mario Mola, que dire de Mario Mola? Est-ce qu'il va revenir sur le podium? Est-ce que Pierre pourrait pas aussi profiter de cette revenue de Mario Mola pour revenir sur Dorian, parce que il y a une course dans la course, les Français aussi se regardent, donc ça aussi c'est à surveiller. Et on n'en parle pas beaucoup, mais quelle course également d'Henri Cheman qui a fait une natation remarquable, qui a tenu en vélo et qui surtout tient le rythme justement de Mario Mola dont on parlait.
Ah oui, belle course du Sud-Africain, on le voit de plus en plus, et son compatriote Richard Murray, qui s'est cassé la clavicule sur la dernière étape, doit être fier de lui. Il montre le maillot à la maison. Allez, Alarza qui va pénétrer après cette dernière épingle, bien sûr, dans le stade d'athlétisme du Cap. Alarza devant Jonathan Brownlee et les athlètes de tête qui peuvent voir la remontée fantastique de Mario Mola, 4e. Allez, il y a un écart quand même sur Dorian. Ce serait tellement cruel de le voir recoller sur Dorian pour le podium. Rien n'est fait encore, hein. C'est vrai que ce serait cruel, mais... Et nos Français qui sont placés, hein. Possibilité de 5e, on va dire, et de 7e place peut-être pour nos tricolores. Quel résultat d'ensemble tout de même. Super esprit, super niveau, belle émulation de l'équipe de France. Alors il faut préciser qu'il reste encore, à l'instant où je vous parle, ces 2 courses, hein, celle qu'on est en train de regarder, puis dans 3 semaines l'étape de Yokohama, et après ça en sera fini pour les critères de qualification olympique. Bien sûr. Les critères français se terminant à mi-mai, avec un comité à la FF3 qui va se réunir pour élire le meilleur français pour ce 3e dossard, et validé ensuite par le CNOSF pour une annonce officielle le 7 juin exactement au matin. C'est précis. Allez, Fernando Alarza qui attaque ces derniers 400 mètres, ce tour de piste, avec une légère avance sur John Brownlee. Il a fait l'écart. Dorian Coden qui tient 8 secondes de retard simplement. Aïe, 8 secondes. Ah oui, mais il va tenir. C'est pas beaucoup. Il va tenir quand même. Il faut qu'il tienne. Sur Mario Mola. Ce serait son premier podium en WTS après pas mal de déboires, hein, en fin d'année dernière. Et puis bouter Mario Mola hors du podium cette année, c'est costaud quand même. Lui qui n'a là, il doit savourer, là, fait que s'imposer. Il s'accroche. Enfin, il va savourer parce que pour l'instant il serre encore les dents. Il serre les dents parce que là, et il a raison. Mario Mola est très costaud. Et allez, Pierre qui lance le sprint, qui est en train de prendre le meilleur sur Schumann, et Aurélien Raphaël qui va peut-être prendre la 7e place. Allez, 3e, 5e, 7e, ce serait superbe de la part des tricolores. Mais Fernando Alarza est tout sourire. Il va s'imposer pour la première fois sur le circuit WTS ici au Cap. Super course, hein, de Fernando. Il peut être content, c'est magnifique ce qu'il a fait aujourd'hui. Là, il montre qu'ils sont plusieurs en Espagne, hein, à prétendre à une médaille au JO. Jonathan Brownlee qui termine en 2e position, lui qui a terminé 3e sur la Gold Coast, dans de meilleures conditions, on va dire. Il ne va pas tomber dans les pommes juste derrière. Et surtout Dorian Conan, il l'a fait, qui monte sur le podium. Bravo Dorian. Énorme course de Dorian. Podium en WTS, c'est pas tous les jours. Mario Mola enfin battu, seulement 4e, bouté hors du podium. Bon, ce seront de gros points encore pris par Mario Mola. Lui, il est en train d'assurer quasiment après le premier tiers de saison aussi, le classement au championnat du monde, hein, général. On a vu Pierre Lecor, hein, en fond à la télé, qui a déjà passé la ligne. Bravo aussi, hein, c'est vraiment super. Aurélien, génial, pareil. Belle équipe de France, hein, les 3 dans le top 10. Alors avec une mention spéciale pour Dorian, évidemment. On va vraiment être attentif sur la prochaine étape de Yokohama pour elle promet. La dernière, elle promet avant les annonces officielles. Effectivement, elle promet énormément. Nos tricolores, en tout cas, sont au rendez-vous. J'aimerais pas être le sélectionneur. Eh oui. Petit message à l'adresse de Franck Bigny, effectivement, et de toutes les personnes qui vont devoir décider. Mais bon, c'est plutôt bon signe pour la France. C'est un problème de riche, et c'est plutôt mieux dans ce sens-là. Alors, on va certainement entendre la première réaction de Fernando Alarza, lui qui s'impose donc pour la première fois sur le circuit WTS. Yeah, maybe. Sprint distance is good for me. I think was the best race in my life. Première victoire, hein, il nous le dit, dans sa carrière. Le plus beau jour de sa vie, avec la qualification pour Rio qui est désormais assurée. Qu'est-ce qui a fait la différence par rapport aux autres courses où il ne l'emportait pas? J'avais beaucoup de motivation aujourd'hui.
very good and I'm feeling good and Ouais, vraiment j'étais en forme et puis j'ai fait une course à pied très solide. Yeah, maybe we have Ouais, est-ce que ça a peut-être aidé aussi de se dire qu'il pouvait être le troisième homme avec Mario et Javier à Rio? Ah oui, c'est ce qu'il nous dit parce qu'il aimerait bien que les Espagnols remportent 3 médailles du côté de Rio. Ça mettrait un sacré coup aux Anglais. Ouais, ça, hein. un petit peu présomptueux peut-être, mais enfin. Il oublie les Français quand même. Il oublie les Français. Hein, exactement. Il oublie les Français et Dorian Coninx peut-être aux côtés de Vincent Luis. The first podium, it's impossible to describe. I'm just so happy. Ouais, impossible de décrire la joie que c'est de monter sur le podium, hein, nous dit Dorian. Est-ce que vous pensez que c'était possible ou est-ce que c'est véritablement une surprise pour vous? La première course a été compliquée, hein. C'est vrai que ça avait été à Abu Dhabi, je crois, où il était très loin. Il est retourné à l'entraînement. Il avait confiance, hein, voilà. entre petit clin d'œil à son entraîneur Raph aussi, hein, Dorian il s'entraîne sur Grenoble. C'est un travail qui paye depuis de longues années. Alors, est-ce que ce résultat peut vous permettre de la qualifier? En tout cas, c'est une première marche vers la qualification. J'ai montré que j'ai été solide. Il faudra en tout cas l'être du côté de Yokohama. Et j'espère que ce sera suffisant. Bah, évidemment, c'est tout ce que l'on espère. Mais ils seront... On a hâte de voir ça. Voilà, il sera pas tout seul. Pierre Lecor n'est pas loin, 5e aujourd'hui. Aurélien Raphaël a fait une superbe course. Ça a été un duel entre Français et Espagnols aujourd'hui à l'occasion de cette étape du Cap. Un grand merci, cher Fred, de nous avoir accompagnés. Une très bonne saison quand même. De beaux stages à venir. Voilà, tout à fait. Maintenant, avec plein de projets pro aussi en même temps. Et la ligne de vêtements, on l'oublie pas, la ligne de maillot, vous allez jeter un petit coup d'œil sur les sites. Vous tapez Fred Belaubre et vous verrez tout ce qui est fait. Un peu de coaching, un peu de fringues, un peu de tout ça. Voilà, et on se retrouvera très certainement en cours de saison. On va se quitter avec ces belles images du podium. Dorian Coninx donc qui monte sur la 3e marche du podium. Peut être content, hein. Peut être content. C'est un beau résultat d'ensemble réalisé de la part des tricolores. Et on se retrouve bien sûr d'ici 15 jours du côté de Yokohama pour la dernière étape avant la liste pour les Jeux de Rio. Bye bye. Salut. Merci messieurs et bravo donc à nos 3 Français qui terminent dans le top 10 de cette épreuve. Le meilleur d'entre eux, Dorian Coninx, vous l'avez vu, accède à la 3e marche sur le podium. La prochaine étape, ce sera à la mi-mai au Japon. Restez avec nous, on va élever encore un petit peu plus le niveau après le triathlon. Place à l'Ironman, toujours en Afrique du Sud. Ce sera juste après la pause. Après la pause, la course continue sur l'équipe 21. Très belle fin de journée.